Je suis une personne assez curieuse. J'aime plein de trucs. Il existe plein de choses qui provoquent en moi un profond sentiment de fascination. J'adore l'histoire, la physique, la littérature. J'aime plein de types d'art et les langues. J'admire grandement les gens qui arrivent à parler plusieurs langues, par exemple. Ces gens-là qui maîtrisent 8 ou 12 langues, c'est extraordinaire. Ce sont des choses sur lesquelles j'aurais consacré une grande partie de ma vie si je n'avais pas eu besoin de travailler permanemment pour vivre. Quand tu vis dans un pays comme le mien, avec la mentalité comme les nôtres, et pire encore dans un système capitaliste comme la plupart d'entre nous, une fois passé l'âge de 18 ans, en réalité, vous n'avez plus vraiment le temps pour penser à autre chose que le fait de gagner l'argent. On passe énormément de temps à produire ou à réfléchir à comment produire en fait. On fait en sorte de s'acharner à la tâche pour des gens qui en fait ne travaillent pas et qui nous expliquent à quel point eux ils travaillent. On sait qu'ils ne foutent rien, ils savent qu'on sait qu'ils ne foutent rien, mais ils essaient de nous faire croire qu'ils travaillent plus que tout le monde. Vous réalisez que les riches capitalistes essaient de nous faire croire sérieusement qu'ils sont devenus riches grâce à la sueur de leurs efforts et non pas grâce au vol, aux multiples crimes, à l'exploitation intensive des autres et surtout grâce à des lobbies, des gros et gigantesques lobbies financiers. Oui, bien sûr, ça non, ils ont travaillé. Donc, ils essaient sérieusement de nous faire croire qu'il y a des gens qui possèdent 30 milliards et que ces 30 milliards-là, ils les ont gagnés honnêtement. C'est-à-dire qu'ils ont fait un véritable travail jour pour jour, et au fur et à mesure qu'on leur donnait leur salaire, ça atteint 30 milliards. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui croient à ça. Bref. Je vais vous raconter une histoire, mais c'est très probable que vous connaissiez déjà l'histoire là. Il y avait une fois un pêcheur nommé Pierre qui vivait dans un petit village côtier. Chaque jour, Pierre partait pour pêcher, gagnant juste assez d'argent pour subvenir à ses besoins et aux besoins assez modestes de sa famille. Malgré la vie simple, il était heureux et satisfait de sa routine tranquille. Un jour donc, il était sur son bateau, il a aperçu un yacht luxueux s'approcher de lui. Un homme très bien habillé, avec une montre très coûteuse et un sourire éclatant, se tenait comme ça sur le rebord du yacht. L'homme lui dit: bonjour, je suis Thomas, un courtier de Wall Street. J'ai entendu parler de votre village et de votre style de vie très tranquille et je suis ici pour quelques jours de repos. J'ai toujours été curieux de savoir comment les pêcheurs vivent leur vie. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Pierre, un peu curieux mais intrigué par l'homme, accepte. Ils discutent donc pendant des heures. Pierre, de son côté, partage des histoires sur la mer, sur le travail de la pêche et la simplicité de sa vie, tandis que Thomas, lui, parlait de l'agitation de Wall Street, de l'argent, de la recherche perpétuelle du succès, du bien matériel, du bénéfice, plus de rente, encore plus, encore plus. À la fin de la conversation, Thomas demande à Pierre: pourquoi est-ce que vous ne restez pas en mer plus longtemps pour pêcher plus longtemps? Il répond qu'en fait, il n'en a pas besoin, qu'il en a assez pour nourrir sa famille et être tranquille. Thomas rajoute juste après: qu'est-ce que tu fais donc du temps libre que tu as? Et Pierre, le pêcheur, répond qu'il fait la grasse matinée, il joue avec ses enfants, il passe du temps avec sa femme et le soir, il va voir ses amis, ils boivent du vin, joue de la guitare, il apprend de nouvelles choses, bref. En gros, il a une vie bien remplie. Thomas le stoppe net en écoutant ça et il dit: écoutez-moi monsieur, commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez plusieurs bateaux, puis avec le temps, vous prendrez des bateaux encore plus gros. À partir de là, vous allez ouvrir votre propre usine et vous allez quitter ce petit village pour vous installer d'abord dans la capitale de votre pays, puis directement à New York, d'où vous allez diriger toutes vos affaires. Une fois de plus, le pêcheur dubitatif lui demande: et qu'est-ce qu'il fera après ça? Thomas lui répond promptement: après, vous introduirez vos sociétés en bourse et vous allez gagner des millions de dollars. Pierre lui repose la question: et après, une fois que j'ai ces millions de dollars là, une fois que je suis multimillionnaire, c'est quoi la suite? Thomas lui répond en toute confiance: et après, vous pourrez prendre votre retraite, vous installer dans un petit village de pêcheurs, vous ferez la grasse matinée, vous jouerez avec vos enfants, vous passerez du temps avec votre femme et le soir, vous irez voir vos amis et jouerez de la guitare. Quand Thomas a entendu sa réponse, il fut étonné lui-même par la réponse qu'il avait donnée lui-même encore. Il passa encore quelques jours dans le village avant de repartir sur son yacht. L'absurdité de la réponse qu'il avait formulée lui avait fait se rendre compte de la véritable signification du succès et du bonheur dans la vie. Et à chaque fois qu'il se retrouvait submergé par le stress et les pressions de Wall Street, il pensait à la conversation qu'il avait eue avec le pêcheur. Alors, cette histoire a été popularisée par Dominique Gronvaux dans son spectacle de 2010 appelé Éloge à l'oisiveté. Peut-on imaginer plus absurde?
Dominique Ronveau, c'est un comédien, acteur et interprète. Il a créé plusieurs spectacles où il était seul sur la scène, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Éloge de l'oisiveté. Spectacle où il reprend et vulgarise les pensées de Bertrand Russell. Éloge de l'oisiveté est un essai de Bertrand Russell publié pour la première fois en 1932 dans Review of Review. L'idée centrale dans son essai est de dire que la société a une culture du travail excessif, poussant les individus à s'engager dans une quête perpétuelle d'activité, une tendance qui devrait être donc remise en question, parce que ce n'est pas normal. Russell soutient cette thèse à travers deux gros principaux arguments. Tout d'abord, il remet en question la valeur intrinsèque accordée au travail, soulignant que le travail provient souvent de préjugés moraux favorisés par les classes très aisées, les riches, les oligarques, qui craignent que le manque d'occupation des autres classes, des classes plus basses, n'entraîne l'oisiveté et la décadence, en particulier donc chez les moins fortunés, je vais dire cachés, en particulier chez les pauvres, qui représentent l'écrasante majorité de la population. Par conséquent donc, selon cette perspective, il serait plus bénéfique pour les individus d'être soumis à une exploitation. Deuxièmement, Russell avance que la capacité de production industrielle actuelle est amplement suffisante pour répondre aux besoins fondamentaux de toute l'humanité avec un effort de travail minimal. Les efforts de rationalisation de la production pendant la période de la guerre ont démontré qu'un petit groupe de personnes peut subvenir aux besoins d'une population tout entière. Par conséquent, si cette charge de travail est répartie équitablement, donc la charge de travail de production aux besoins d'une société entière, il en découle qu'aucun individu n'a besoin de travailler excessivement pour générer les ressources nécessaires à la vie, voire au-delà de la vie, c'est-à-dire être vraiment très aisé. Par conséquent, Russell avance que seulement 4 heures de travail par jour seraient suffisantes pour assurer le bien de toute la population, laissant le reste du temps disponible pour les loisirs et l'oisiveté. Voilà. Ce temps libre que les gens auront serait consacré à toute forme de culture, de divertissement populaire, des activités intellectuelles et que tout cela doit être encouragé par une éducation libératrice qui va justement dans le sens où de faire en sorte que les gens profitent de leur temps pour faire quelque chose d'intéressant. D'autres thèmes sont traités dans le livre comme le pacifisme, la politique, la critique des propriétaires fonciers qui eux vivent dans l'oisivité la plus absolue mais aux dépens des autres. C'est parce que les autres travaillent. Donc l'écrasante majorité des arguments qu'il présentait dans le livre, j'étais d'accord avec lui sur tous les points. Je vais vous expliquer les arguments un peu plus en détail, mais avant, une petite chose que l'on doit garder à l'esprit. Très souvent, quand on parle de faire en sorte que tout le monde profite de la fortune des plus riches, il y a beaucoup de gens qui s'en offusquent en disant que ce n'est pas normal. D'ailleurs que personne n'accepterait de se faire prendre le résultat de son dur travail. N'est-ce pas? Beaucoup de gens disent ça. D'ailleurs, même la dernière fois que j'en ai parlé avec mon frère, il a soulevé le même contre-argument. Souvent, quand les gens disent ça, ils se mettent dans la peau d'un riche. C'est en fait ça le truc. Quand on va vous poser ce genre de problème, on va se dire, tiens, si j'ai 2 milliards, je suis milliardaire, et qu'on vienne me prendre 1 milliard, est-ce que je serais d'accord? Est-ce que je serais content? C'est ce type de raisonnement que j'appelle l'effet Game of Thrones. C'est-à-dire que quand on prend une décision, on se met dans la peau de la personne la plus privilégiée, alors qu'en général, nous sommes ceux qui subissons le système. À l'exemple des gens qui regardaient Game of Thrones, quand on regardait, nous tous là, quand on regardait Game of Thrones, pour ceux qui ont vu évidemment, quand on regardait Game of Thrones et qu'on se projetait dans la série, on se voyait en tant que seigneur. Seigneur de Winterfell, seigneur de Castral Rock, seigneur des îles de fer, seigneur de Haut-Jardin, etc. et j'en passe. Et c'est dans la peau des seigneurs que l'on se mettait pour pouvoir apprécier la série, pour pouvoir comprendre la série, n'est-ce pas? On faisait tout ça. Alors qu'en fait, si nous étions dans l'univers de Game of Thrones, on serait l'enfant du boucher qu'on a assassiné à l'épisode 2, je crois, simplement pour avoir été présent lorsque 2 seigneurs se disputaient. C'est tout. Et c'est ce que l'on sera. On a trop souvent tendance à oublier que ces seigneurs-là sont trop peu nombreux par rapport à la populace. Et surtout, on pense que leur position est accessible. Laissez-moi vous le dire, c'est pratiquement impossible d'y accéder. C'est excessivement difficile. Nous sommes dans la position de l'enfant du boucher qui était juste présent quand 2 seigneurs se disputaient. Quand je dis qu'il faut des systèmes où, une fois dépassé une certaine fortune, on t'impose que tu fasses quelque chose pour le public avec, on me traite de tous les noms. Imaginez un pays où quand tu es multimilliardaire en fonction de ta fortune, on t'impose de créer des écoles dans les zones les plus reculées. Imaginez qu'on vous impose de créer des hôpitaux là où il n'y en a pas, de payer plus ou de donner plus de bonus aux soignants qui décident de s'installer dans ces zones reculées-là.
Qu'on t'impose de financer de la recherche, du développement, que l'on t'impose de construire certaines infrastructures, de construire même des quartiers pour abriter les gens qui n'ont pas d'endroit où vivre. Avec ce surplus d'argent-là, tu peux financer des fondations pour aider au quotidien les handicapés, financer la recherche sur les maladies qui handicapent les gens pour pouvoir trouver un traitement. Donc, imaginez qu'on impose ce genre de choses aux milliardaires. Après, on leur dit, s'ils veulent donner le nom qu'ils veulent à ça, il n'y a pas de souci, peu importe. S'ils veulent donner leur nom, le nom d'un ami, bref, peu importe le nom qu'ils donnent, le plus important, c'est qu'ils fassent des œuvres avec ça. Vous pensez vraiment que ça va retirer quelque chose à leur rythme de vie? Vous pensez vraiment qu'il y a une très grande différence de niveau de vie entre une personne qui a 500 millions et une personne qui a 1 milliard? Vous pensez vraiment qu'une personne qui a 1 milliard et une personne qui a 5 milliards, la différence de vie est si extraordinaire que ça? Pas du tout. Pas du tout. Ils peuvent très bien vivre dans le confort le plus absolu, tout en faisant en sorte que d'autres personnes profitent de leur immense fortune. Et après, s'ils veulent des titres de noblesse, on le leur donne. Le plus important, c'est qu'ils soient utiles. Ils doivent être utiles à la société, à la hauteur des moyens dont ils disposent. Comme tout le monde d'ailleurs. C'est ce que les riches demandent de faire aujourd'hui. Mais eux, ils ne le font pas. On demande à tout le monde de contribuer à la hauteur de ses moyens, mais eux, ils ne contribuent pas. Comme beaucoup de personnes de ma génération, tout comme mes parents et mes grands-parents, j'ai été éduqué dans l'idée que l'oisiveté, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. On m'expliquait que c'est la source de tous les vices. Je me rappelle une phrase qu'on me disait à l'école pour me pousser à donner plus, à travailler plus. C'était « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Parfois, M. Elundu nous faisait crier ça même en classe. Le monde accorde trop de valeur au travail et cette glorification du travail constitue un préjudice considérable. Donc, c'est urgent de promouvoir une perspective, une approche radicalement différente, surtout dans les pays industrialisés. À ce niveau-ci, j'insiste avec l'auteur sur les sociétés industrialisées parce que mon discours ne concerne, je ne veux pas dire en rien, mais concerne très peu les pays africains où nous manquons encore de tout, même d'organisation, oui. Parce qu'en Afrique, on manque même encore d'organisation. Ce serait donc très criminel de ma part de demander à mes confrères africains de ne pas travailler très durement pour bâtir notre continent. Cette vidéo est une réflexion sur la culture extrême qu'on a de travailler même quand on n'en a plus besoin. Le peu que je puisse dire, c'est qu'on nous a rendus obsédés de l'argent. Et ça se voit encore particulièrement en Occident. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'écrivent en étant dépressives parce que quand elles ne travaillent pas, elles sont chez elles. Ces personnes ont à peine le temps de dormir, mais elles doivent repartir travailler le lendemain. Ce sentiment-là, je peux à peine le comprendre parce que quand je fais plusieurs jours de travail enchaîné seul à la maison et que je ne vois pas mes amis, je ne vois pas des proches, je parle de ces moments où je suis fatigué, où je n'ai même pas envie de voir mon ordinateur, je ne veux rien faire. Et que je culpabilise même pour ça, à mon niveau, dans mon environnement, je peux décider de tout ignorer et puis je prends 2 ou 3 jours de congé, je vais chez des amis, on s'amuse toute la journée, je passe un bon moment et je rentre. Donc je ne peux même pas imaginer à quel point c'est difficile de sentir cette pression-là et de ne pas pouvoir l'évacuer. Beaucoup trop de personnes n'ont plus de vie sociale. Et ce n'est pas normal, simplement parce que les capacités de production de nos jours peuvent permettre aux gens de travailler seulement 4 heures par jour dans les pays industrialisés. Je répète encore, au stade où nous sommes, ça ne concerne pas l'Afrique. On nous a forcés à travailler pour bâtir l'Europe et l'Amérique aujourd'hui. Nous sommes incapables de bâtir nos nations. On ne demande pas non plus aux Africains de mourir à la tâche. Ce n'est pas nécessaire. On doit juste être conscient que nous avons énormément de choses à faire chez nous. Donc, on doit être moins porté sur le repos que les autres. Le truc, en fait, c'est qu'ici, même quand on a la volonté de travailler, est-ce qu'on nous laisse même travailler? Bref, ça, c'est un autre sujet. Je continue le développement de ce thème dans une vidéo que je publie dans quelques heures. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire déjà et on se retrouve dans une prochaine vidéo.